Bienvenue pour ce nouveau podcast sur le thème du mondialisme versus autonomie. Et aujourd'hui, nous allons parler de décroissance. Et le mondialisme est tout à fait au sujet de ce thème. Alors, au préalable, une nécessité viendrait à définir ce qu'est la décroissance. La définition que je vais vous en donner et le développement que j'en donnais est une vision personnelle, mais qui, je pense, reprend la principale série de thèmes qui sont, on va dire, pour le moins convenus dans l'ensemble des personnes qui parlent de décroissance. Et de mon point de vue, la décroissance, justement, c'est là où le problème, c'est qu'elle est bien souvent posée comme quelque chose d'irrémédiable et sur lequel ça viendrait être une contrainte, alors que celle-ci doit être présentée justement dans des solutions douces, simples, qui ne sont pas contraignantes et sur lesquelles les gens peuvent trouver un écho positif et une envie. On parle souvent de décroissance en mettant en face que c'est une nécessité donc due à une baisse de production de pétrole disponible, qu'un pic de production ayant été atteint, il va devenir nécessaire de revoir les choses. En même temps, le croissance étant de l'énergie transformée, on peut se demander effectivement de quelle croissance on peut parler. Alors, est-ce que c'est la croissance d'une population, celle qui produit, celle qui consomme, donc l'accès aux biens de consommation qui soient nécessaires, qui soient superflus, la capacité de production, et là on peut l'évoquer sur plusieurs thèmes différenciés. La croissance d'une entreprise, est-ce que c'est son volume de production, est-ce que c'est son chiffre d'affaires, les bénéfices, le niveau de dividendes qu'elle peut reverser à ses actionnaires, la croissance d'un État, est-ce que c'est vu la croissance de l'État par rapport au volume de taxes et d'impôts qu'il est capable de collecter? Et on ne peut pas dire qu'en France on soit très bien loti de ce point de vue-là. Et surtout, dans quel objectif? Donc le plus gros de l'énergie, puisque on est sur ce premier sujet en rapport avec la croissance, va dans le transport des marchandises et la fabrication de ces mêmes marchandises. On ne va pas se limiter forcément aux seuls produits directement issus de la transformation du pétrole, comme le plastique ou par exemple les engrais, mais je pense qu'on peut parler de toute forme de fabrication à une échelle industrielle. Par conséquent, pas de la simple consommation, mais plutôt on va voir les choses sous le thème d'un consumérisme qui serait à revoir. Alors, au-delà de la fabrication des éléments, il y a aussi l'élément principal qui est celui du transport, d'autant plus pour les choses qui viennent de contrées très lointaines, notamment on va penser des pays de l'Est, mais aussi l'Asie, avec les transports en containers maritimes, qui sont une des plus grandes sources de pollution, contrairement à ce que certains veulent amener de dire que ce sont les véhicules privés qui sont hyper consommateurs, alors que c'est bien le transport international et le transport, même au niveau européen, qui pose plus de soucis par rapport au volume de camions que nous recevons, avec des pollutions qui sont de plus en plus éloignées, délocalisées. Et puis, on peut parler de la consommation par rapport à une vision quelque part capricieuse qui nous est transmise par la publicité, qu'elle soit directe ou indirecte, avec des effets de mode et puis des influenceurs qui essayent de vous pousser à acheter tel ou tel produit qui serait plus intéressant et à vous débarrasser quelque part de choses qui seraient devenues en dehors de la mode et voilà et qu'il faudrait changer à ce titre. La décroissance doit être vue, de mon point de vue, peut être vue comme un cheminement vers une diminution des dépendances, des besoins venant de l'extérieur, géographiquement, très éloignés. Cet extérieur est à considérer plus, non pas comme une dépendance à un tissu local, qui pour moi est ce qu'il faut privilégier, mais un tissu qui est éloigné, européen, international et donc mondial. C'est bien là un des problèmes, c'est le mondialisme dans lequel nous sommes tombés au niveau des productions et des transports de ces marchandises, de ces produits, qui ne sont plus produits sur le territoire national parce qu'on est à la recherche du moins-disant financier, humain, environnemental, etc., pour pouvoir faire en sorte que l'entreprise soit la plus rentable au regard des coûts. Alors qu'on imagine que si les choses étaient produites de façon plus locale, nous n'aurions pas de difficulté quant à l'augmentation du salaire, qui pose problème pour des sociétés effectivement qui sont mondialisées, mais qui permettrait effectivement d'avoir des volumes de prix de certains produits qui seraient parfaitement assumés au regard d'un chômage qui serait faible, de meilleures rémunérations, et puis d'une monnaie qui serait un peu plus cohérente avec la situation économique du pays. Malheureusement, effectivement, par exemple, par rapport à l'euro, il est très difficile, au regard des différents niveaux de vie des pays qui font partie de la zone euro,
c'est très difficile d'en venir effectivement à harmoniser tout cela. La question est donc d'influer sur toutes ces positions, sachant que si on veut amener les effets du mondialisme sur la situation monétaire, et là effectivement j'avais parlé dans d'autres vidéos du PIB, produit intérieur brut, qui est venu remplacer l'APB, production intérieure brute. Alors aujourd'hui le PIB intègre des éléments pour le moins surprenants, puisqu'on parle dans le PIB, on intègre par exemple la prostitution et la drogue, et là c'est quand même assez particulier, alors que l'APB effectivement amenait tout ce qui était produit au niveau industriel. On a voulu intégrer des éléments qui ne sont pas, on va dire, des marchandises, on a voulu intégrer les services, on a voulu intégrer tellement de choses qu'aujourd'hui, le PIB ne veut plus dire grand-chose. Et l'élément principal du coup de prise de conscience de la santé d'un pays, c'est la balance commerciale. Donc la balance entre les importations et les exportations, ce qui fait que, par exemple, imaginez que allez, vous soyez un foyer qui ne travaille pas, qui ne produit rien, eh bien, les sommes que vous rentrez, imaginez que vous n'avez pas de prestations qui rentrent, les sommes que vous percevez, tout simplement, au bout d'un certain temps, seront épuisées. Vous allez acheter à votre voisin vos pommes, vos tomates, vos pommes de terre, vous allez acheter votre viande à notre voisin, etc. Et puis au bout d'un moment, vous avez vidé l'ensemble de votre porte-monnaie dans votre compte bancaire. Et là se pose la question, si vous ne travaillez pas, si vous-même vous ne fournissez pas fournissez pas quelque chose qui permette de faire une rentrée financière dans votre foyer, eh bien à un moment, soit vous ne pouvez plus acheter, soit si vous l'achetez, vous finissez par revendre vos meubles, voire le toit qui vous permet de vous protéger. On est un petit peu dans cette situation avec le déficit excessif pour lequel l'Union européenne a déclenché une procédure contre la France, dont on peut se poser la question, comme j'ai soulevé précédemment dans une autre vidéo, du caractère volontaire de ce déficit qui a été créé, qui a quand même augmenté de 50% dans les 7 dernières années par rapport à ce qu'il était précédemment. C'est-à-dire en 7 ans, nous avons un président qui a réussi à créer une dette qui est de moitié de ce qui a été fait en 33 ans. Ce qui est quand même un niveau assez impressionnant, et pas dans le bon sens du terme. Donc à un moment donné, vous vous retrouvez effectivement à ne plus pouvoir avoir quelques produits que ce soit parce que vous n'avez plus les moyens financiers de pouvoir le faire. Et donc la balance commerciale, c'est exactement ça. Donc il y a une nécessité quelque part de relocalisation réelle de la production, pas simplement de faire venir des marchandises qui seraient revendues par un intermédiaire qui se ferait du bénéfice, mais dont on serait toujours à faire venir les produits de l'étranger. C'est pour ça que, par exemple, quand j'ai des produits qui sont disponibles sur des sites comme AliExpress, par exemple, je vais plutôt les acheter sur ce site plutôt que de les acheter dans une boutique en France, parce qu'au final, ce n'est que vouloir fournir à quelqu'un le prix d'un produit qui va être majoré de, je vais être gentil, 50% quand c'est pas beaucoup plus, et dont 20% iront dans les caisses de l'État, qui n'aura rien fait, qui n'aura rien créé, et surtout qui n'agit pas dans l'intérêt de la population. Donc l'avantage de cette relocalisation réelle de la production aura un avantage économique puisqu'il finirait par recréer de l'emploi en réduisant le chômage au passage, mais réduire le chômage, ça serait possible effectivement à la condition de cesser de laisser possible une immigration incontrôlée. Alors il n'y a aucun racisme là-dessus, mais effectivement, imaginez que vous avez un foyer qui est composé, mettons, d'un couple et de 3 enfants. Vous avez 2 salaires qui rentrent et vous arrivez tout juste à joindre les 2 bouts. Et on va vous dire, bah tiens, demain, vous allez prendre 2 personnes en plus à votre charge sans qu'on vous donne plus d'argent. Eh bien, vous ne le pourriez pas. Donc pourquoi laisser effectivement venir des personnes qui, si elles ne sont pas en capacité de travailler, sous réserve d'emplois disponibles et à leur portée, euh, d'entrer dans le pays, des personnes qui à terme viennent coûter en termes de prestations. On reviendra parler du sujet plus précisément parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur effectivement la richesse que viendrait apporter cette immigration, que ça ne coûterait pas à l'État. Je pense que les choses sont totalement à revoir. On aura l'occasion d'en discuter. Et cette relocalisation, pour en venir au sujet, aurait aussi un bénéfice écologique puisque
en produisant sur le territoire, nous aurions moins besoin d'importer, donc de transports maritimes qui sont les plus pollueurs. Parce que ce n'est pas les véhicules privés qui sont les plus polluants sur l'ensemble, c'est bien les transports maritimes en premier, suivis derrière des transports en camion. Et là, malheureusement, le transport ferroviaire a été largement mis à mal avec une destruction de la SNCF et surtout un défaut d'entretien des voies ferrées, une destruction des différentes gares. Enfin voilà, il y a une volonté de gérer les choses comme une entreprise, sauf qu'on a pu voir en Angleterre les problèmes que ça a posé et le retour en arrière qui a été fait par rapport au transport ferroviaire. On en viendra par la suite. Et aussi, on pourrait amener sur ce sujet le problème de la volonté d'électrifier le transport privé et de donc vous obliger à prendre des véhicules électriques, alors qu'il n'est pas possible d'équiper d'ici 2035, je crois, l'ensemble de la population, d'une part parce que les moyens financiers nécessaires pour acheter un véhicule électrique est absolument énorme, que les besoins nécessaires en termes de matériaux pour produire les batteries n'est pas envisageable d'ici l'horizon qui nous est donné, et pas plus que les matériaux nécessaires pour pouvoir électrifier l'ensemble du parc nécessaire pour charger l'ensemble du véhicule, qui, cela va de soi, majoritairement se chargeront la nuit pendant que vous dormez. Donc ça va poser différentes difficultés. Donc on va revenir au sujet principal de la décroissance, et si elle est difficile à envisager, et c'est bien souvent qu'elle ne l'est pas envisagée sous une vision métropolitaine des grandes villes, de la collectivisation des transports, de la densification de la population, à cause de longues périodes d'exode rural qui ont eu lieu, dans un premier temps dans le cadre des besoins de main-d'œuvre de l'industrie, et puis une modernisation de la production agricole qui est venue en parallèle, et par la suite, donc le grossissement de ces mêmes zones de services nécessaires à la population. On est passé de petites villes qui détenaient leur propre industrie, avec des lotissements ouvriers qui étaient produits pour certains lotissements par l'employeur lui-même, qui délivrait à un faible coût effectivement ces logements. À par la suite, dans les grandes villes, le système de HLM, donc des grands immeubles, dont le coût était assumé par le pouvoir public pour servir les industriels, avec les chantages de plus en plus importants. Si je n'ai pas ceci, il y aura du chômage, je vais licencier. C'est un petit peu la difficulté de ce chantage qui a lieu régulièrement à l'emploi. D'ailleurs, on peut dire que cette densification des villes a contribué à l'émergence de l'ubérisation, puisque le passage d'une production industrielle et donc de ces délocalisations au profit d'une tertiarisation de moindre importance par rapport à la production industrielle précédente, avec l'augmentation de la densité de la population qui a cherché à se rapprocher de plus en plus des grands pôles, où la tertiarisation a posé des difficultés, a amené effectivement donc cette situation particulière où les grandes villes sont occupées par les cadres, et tout ce qui va au service des cadres s'est localisé en banlieue de ces grandes villes. Donc par rapport à ces effets de la densification de la population, il est communément admis que le niveau de subsistance des métropoles, en termes d'approvisionnement, puisqu'on parle aussi de décroissance alimentaire, ce problème d'approvisionnement alimentaire est de 72 heures maximum. On peut discuter effectivement, certains 48, 72, 96 heures, peu importe. On a pu voir effectivement dans la période du grand rhume qu'il y a eu assez rapidement, certes il y a eu des excès de certains, mais il y a eu des périodes de pénurie et des périodes de produits qui n'étaient pas disponibles pendant un certain temps. Et donc en estimant en parallèle, si on veut voir plus loin que le simple apport de l'extérieur par les camions, les livraisons dans les magasins, dans les métropoles, ce qui pourrait être vu, c'est la capacité des métropoles à produire leur propre nourriture, à la condition, naturellement, d'optimiser l'espace cultivable. Alors, on peut parler de production maraîchère, de fruits, voilà, à condition de planter dans un certain temps préalable les arbres et les buissons fruitiers nécessaires, de légumes annuels sur l'ensemble des toits des espaces publics, alors ceux nécessaires au déplacement, en véhicule ou à pied. Le niveau de production ne saurait dépasser 10% des besoins de cette même métropole, et pas sur l'ensemble de l'année. Donc,
Par rapport à ça, on voit qu'il y a un niveau de décroissance qui ne peut exister sans qu'il y ait un exode inverse, c'est-à-dire un retour de la ville vers la campagne. En tout cas, dans des secteurs à densité de population cohérents par rapport aux capacités de production des espaces cultivables alentours. Alors, il serait évoqué que la décroissance, ce serait de revenir à produire sa nourriture localement, et qu'avec une baisse du pétrole disponible, les productions agricoles nécessiteraient plus de main-d'œuvre. Sur ce point, j'aurais tendance à le valider, mais de façon plus modérée. Si on regarde à 5 ans en arrière, de très nombreuses familles produisaient leur propre nourriture. Alors bien souvent, effectivement, il n'y avait qu'un seul, l'homme qui travaillait et la femme qui s'occupait du foyer et même du jardin. Et donc la chose pourrait être de revenir effectivement à des jardins cultivés. Ça peut être des cultures collectives, de manière à optimiser effectivement la production et à garantir de ne pas trop prendre effectivement sur la fatigue des personnes, que la production soit la plus aisée possible, avec une certaine cohérence dans les périodes de production et des productions qui seraient mises en œuvre, et naturellement en parallèle de pouvoir revenir à la fabrication de conserves, de bocaux, de stérilisation, de produits séchés, comme je le montre sur ma chaîne, des confitures, et puis d'en venir effectivement, pourquoi pas aussi dans cette décroissance, à réduire les équipements électriques ménagers et revenir à l'huile de coude comme principale énergie employée à l'intérieur des foyers. J'avais fait à ce sujet une vidéo intitulée l'énergie... Non, c'était pas ça. Elle s'intitulait la vidéo l'autonomie n'est pas que alimentaire. Donc ça, je vous la mettrai effectivement en lien dans la description également. Je vous mettrai plusieurs liens, vous n'hésiterez pas effectivement à aller voir. Donc quand on voit les personnes qui utilisent des robots cuisine pour pouvoir faire une préparation de pâte à gâteau, pour faire ne serait-ce même qu'une vinaigrette, couper, râper des fruits et légumes, alors qu'il y a des éléments, des appareils mécaniques, entre guillemets, qui fonctionnent très bien et sans difficulté, sans en venir effectivement à des appareils électriques. On pourrait aussi parler également de réduire ses déplacements en voiture. Imagine effectivement qu'avec un coût de l'augmentation du carburant, à un moment, des personnes ne seraient plus en mesure de pouvoir se déplacer tout le temps. Et donc, il faudrait revenir à des distances plus courtes de déplacement qui se feraient à pied ou à vélo. Il peut être envisagé de réduire donc ses appareils ménagers, de réduire ses transports, et au final, le but serait de faire les choses sans que ce soit perçu comme un effort peu nécessaire, mais qui serait simple, pratique, de bon sens, en réduisant finalement ses besoins en énergie électrique et en réduisant ses dépenses. Si la décroissance revient donc à relocaliser sur les communes de plus faible densité, avec toutefois un volume de population permettant d'assurer l'ensemble des besoins nécessaires, avec une relocalisation des entreprises hors des métropoles, ce qui permettra à ces entreprises d'ailleurs de réduire au passage le coût de leurs locaux, de leur transport par rapport aux salariés, le temps de passer. Quand on voit en Ile-de-France des personnes qui vont faire 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures de transport quotidien pour aller et revenir du travail, c'est quand même quelque chose qui n'est pas tant compréhensible. Voilà, ça apparaît nécessairement comme une contrainte. On peut imaginer que ce n'est pas par plaisir que quelqu'un a à faire autant d'heures de trajet pour 7 heures de travail, voire moins. Donc il faut amener un arrêt des regroupements et des éloignements des besoins nécessaires inscrits dans la pyramide de Maslow. Je vous en mets un petit visuel. On va avoir différents paliers. Donc le premier palier, je le rapprocherai des commerces alimentaires de proximité, adaptés aux besoins de la population et à des prix accessibles. D'où l'intérêt effectivement de production locale. Quand ce ne sont pas des potagers, effectivement, des productions qui seraient collectivisées et qui pourraient être atteintes avec donc une légifération, pourquoi pas aussi des importations, des taxations, comme le font par exemple la Suisse, qui protège et garantit ainsi l'écoulement de la production intérieure prioritairement avant d'autoriser effectivement à moindre taxation des productions extérieures. La réduction derrière des distances et des temps de déplacement qui réduirait donc le coût effectivement de ces marchandises qui auraient moins de transport à faire. Et peut-être même par une production différente de permettre un temps de loisir et de sommeil plus important, puisqu'il y aurait moins de temps à consacrer au transport pour aller au travail et peut-être moins de temps pour travailler, pour produire ce qui est nécessaire.
Le deuxième palier de la pyramide de Maslow, on peut le voir à travers la sécurité locale qui serait assurée, là où la réduction, le regroupement par exemple des gendarmeries, des commissariats et des permanences entraîne une difficulté quant au temps d'intervention qui sont proprement inadmissibles. J'ai pu voir effectivement dans mon entourage des personnes qui, par rapport à un tapage qui avait lieu autour d'eux, la gendarmerie de permanence étant à 1 heure de route, et ne pouvait pas se déplacer pour venir s'occuper de cela. Alors là, ce n'est effectivement que du tapage, mais on imagine s'il y a effectivement quelque chose de plus brutal, si effectivement la gendarmerie de permanence se trouve à 1 heure de route, pour peu qu'il n'y ait pas plusieurs difficultés qui font qu'il ne serait pas disponible, il n'y aurait pas assez de véhicules disponibles, de personnel disponible, ça amènerait effectivement potentiellement des drames, ce qui amène d'ailleurs, avec différentes difficultés de plus en plus croissantes, que les gens pensent de plus en plus à assumer eux-mêmes à travers des groupes de vigilance, et pourquoi pas, on peut imaginer plus tard des milices, à assurer eux-mêmes les contraintes de sécurité, de police, et pourquoi pas même de justice. Et là, cette délégation qui est faite à l'état de la justice serait mise à mal, et si ça vient à venir, ce sera certainement irréversible. D'une certaine façon, on a aussi le problème de la désertification de certaines zones par les médecins, d'un manque de soignants, et encore plus de spécialistes où on a, j'ai évoqué dans le sujet de la santé, des mois avant d'avoir une disponibilité, voire sur certains spécialistes, plusieurs années sur liste d'attente sans pouvoir avoir accès à un professionnel de santé par rapport, par exemple, j'avais dit, c'était les orthophonistes, par exemple. Mais on voit effectivement que des fois, pour une simple radio, vous pouvez attendre plusieurs semaines, alors qu'on imagine que la mise en place d'une radio peut être importante dans certains cas. Le troisième palier, on peut parler de certaines communautés sociales qui s'éloigneraient donc de l'individualisme et de l'isolement, qui va souvent avec la vie urbaine. Donc recréer effectivement une société. Le quatrième palier sera accessible une fois couverts les besoins des paliers précédents par un sentiment d'appartenance à une réalisation de soi au sein de son environnement. Le cinquième palier, donnant accès à une facilitation des relations sociales, de la volonté de trouver des solutions par l'existence d'une volonté de faire partie d'un ensemble respectueux de chacun. Donc au final, on peut dire que les deux premiers paliers sont vraiment l'aspect le plus essentiel de ce qui est à couvrir pour permettre effectivement d'avoir une vie plus simple. Donc en conclusion, je ne vais pas vous faire un étalage plus long. On a vu, je pense, pas mal d'éléments. Alors, restez quand même sur quelques instants qu'il reste. Donc n'oubliez pas quand même que nous sommes dans un monde tel qu'il est aujourd'hui. On n'est pas dans un monde de bisounours. Et il faut pouvoir malgré tout véhiculer le message que la décroissance ne doit pas être vue, envisagée et vécue comme une contrainte et une perte, mais comme une opportunité d'un nouvel élan humain, justement, là où les choses s'individualisent, comme je l'ai mis dans la vidéo précédente sur la morale, qui, diminuant la densité de son lieu d'habitation, et l'opportunité de se rapprocher de nos besoins réels, de nous-mêmes, à travers des liens sociaux, tels qu'ils ont pu l'être dans les petites villes d'autrefois. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de mes autres vidéos, et à bientôt pour la prochaine.